Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons terminer les interventions de cette première journée du congrès par une table de discussion qui s'intitule « Esprit critique, es-tu là ?» et qui va faire dialoguer un journaliste, une bibliothécaire et une chercheuse en sciences de l'information et de la communication autour d'un projet qui les réunit. Donc ce projet qu'on a appelé RESEMI, pour résidence de journalistes en EMI, donc en éducation aux médias à l'information, c'est la mise en place et le déploiement de 2 résidences de journalistes en bibliothèque de lecture publique sur le territoire de la métropole de Lyon et qui font donc l'objet d'un programme de recherche. Ce programme de recherche, il vise à mieux connaître la place qu'occupent les bibliothèques dans les résidences de journalistes et plus largement dans la démarche d'éducation aux médias et à l'information et de développement de l'esprit critique qu'elles mettent en œuvre. Donc ce projet, il a commencé en 2024 lorsque la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a proposé à l'ENSIB de mener un projet de recherche afin d'évaluer l'impact des résidences de journalistes en bibliothèque. Donc c'est une proposition qui intervient dans un contexte d'intérêt du ministère de la Culture et des DRAC pour mieux cerner l'effet des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information qu'ils financent, et notamment les résidences de journalistes, dispositif lancé il y a 10 ans et qui est donc piloté par les DRAC et qui repose sur un principe de cofinancement de projets par l'État et les collectivités territoriales. Donc l'ENSIB, forte de son activité de recherche dans le champ des sciences de l'information et de la communication, de son expertise dans le champ des bibliothèques et plus largement de sa mobilisation en faveur de la lutte contre la désinformation, s'est engagée sur le projet. Et notamment à travers donc, les chercheuses Suzanne Kovacs et Angèle Stalder. 2 bibliothèques de la métropole se sont portées candidates, la médiathèque de Fézin et le réseau de lecture publique de Villeurbanne. 2 journalistes ont été sélectionnés suite à un appel à projet, Fabien Benoît et Martin Pierre, sélectionnés donc de façon conjointe aux 2 bibliothèques, en présence de l'ENSIB et de la DRAC. Et donc naît un projet original qui a pu voir le jour grâce au soutien du ministère de la Culture et de la DRAC, qui a commencé en mars et qui est toujours en cours actuellement, tant pour les actions menées dans le cadre des résidences que pour les observations de la recherche. Nous allons donc nous livrer un exercice, un temps d'analyse un peu complexe car à chaud. Et je remercie nos invités d'avoir accepté de se prêter au jeu. Invités donc que je vais présenter. Donc Angèle, tu es maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Tes objets de recherche portent sur le document, les pratiques et les cultures informationnelles. Martin, tu es journaliste et formateur en éducation aux médias et à l'information. Tu as notamment créé le jeu 36 heures à la rédac. Et Charlotte, tu es responsable de l'action culturelle et de la communication au sein du réseau de lecture publique de Villeurbanne. Et je suis Mathilde Larieux, chargée de la coordination de ce projet et chargée de mission éducation aux médias et à l'information à l'ENSIB. Donc pour commencer les échanges, est-ce que vous pouvez nous dire chacune, pour quelles raisons vous vous êtes engagé dans ce projet et comment est-ce que celui-ci vient s'inscrire en complémentarité de votre activité ? C'est à moi. Bonjour. Alors, je voulais juste préciser que Suzanne Kovacs et moi-même, nous sommes membres du laboratoire de recherche HELICO, qui est l'équipe lyonnaise de recherche en information communication. Alors pourquoi participer à ce projet? Comme tu l'as dit Mathilde, mes objets de recherche sont les pratiques informationnelles et les cultures de l'information, culture informationnelle, dans de nombreux contextes, des contextes professionnels, scolaires, mais aussi du quotidien, ce qu'on appelle les pratiques informationnelles profanes de tous les jours. Et autre objet aussi de mes recherches, c'est le dispositif institutionnel de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, qui est un dispositif institutionnel scolaire. Voilà. Et quand on m'a proposé de participer à l'évaluation d'une résidence de journaliste, où on devait évaluer de l'EMI en bibliothèque, donc ça m'a intéressé de voir comment ce dispositif institutionnel scolaire au départ était mobilisé en bibliothèque. Étant donné que mes recherches actuelles cherchent à saisir en fait les pratiques informationnelles des plus jeunes,
dans une continuité de leurs activités. C'est-à-dire que quand on parle des pratiques informationnelles ou du rapport à l'information des jeunes, en milieu scolaire certes, mais le jeune il est aussi fils, fille, ami, équipier, amateur de musée. Donc en fait, c'est un être social. Donc en fait, s'intéresser à ces pratiques d'information à l'école, mais aussi s'intéresser à ces pratiques d'information dans toutes les sphères d'activité où il peut se trouver. Et je trouve voilà, que c'est très intéressant d'étudier les pratiques informationnelles, l'esprit critique, comment c'est travaillé en bibliothèque, qui est un lieu de sociabilité de ces jeunes. Bonjour. Est-ce que oui, ça marche. Alors pour Villeurbanne, je dirais que bon, il y avait un contexte local qui était plutôt favorable, donc réceptif quand on a eu cette proposition. Il y a un engagement fort de la ville en matière de ACS et de MI. Actuellement, il y a aussi une offre qui se développe un peu plus largement à destination des collèges et des lycées qui s'appelle Esprit en liberté, qui vise à répondre à un besoin qui est identifié de façon vraiment récurrente par les équipes enseignantes d'accompagner l'esprit critique en fait, des jeunes. Un intérêt très fort aussi de la direction des médiathèques. Bon, d'abord de participer, on va dire, à la recherche-action, faire progresser le dispositif de résidence de journalistes en médiathèque, voir aussi comment nous, on peut mieux s'armer. Bien sûr, une conscience du rôle qu'on joue dans la formation de l'esprit critique et dans l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, un sujet qui fait que monter aussi avec les problématiques liées à l'intelligence artificielle qui représente un peu un effet cliquet, on va dire, pour nous. Voilà, donc on va dire une espèce de confusion quand même face à l'abondance de l'information, des multiplications de canaux d'information et avec potentiellement des conséquences micro et macro lourdes. Donc la conscience du fait qu'on manque parfois aussi de ficelles, de recul pour répondre à ces besoins-là. On y a vu plein d'opportunités. D'abord de mieux nous outiller, puisqu'il y avait un volet formation important dans l'appel à projet, de bénéficier de l'expertise d'un journaliste. On y reviendra, voilà, on est des pros de l'information en médiathèque, mais pas de la même façon que des journalistes. C'était l'objectif aussi d'avoir une action plus efficace. Il y avait déjà en fait des actions de MI dans les médiathèques de Villeurbanne, mais là c'était l'occasion de structurer davantage notre action, de dépasser un petit collectif de professionnels référents numériques et d'étendre, de créer en fait on va dire un groupe élargi de personnes mobilisées sur ce sujet-là, de mieux le travailler en interne, mais aussi avec les partenaires sur le territoire. Bénéficier d'une impulsion aussi, un temps fort. On sait que voilà, c'est le cas sur l'EMI, mais juste le mode projet permet de mobiliser et, sur un temps fort, mais dont on espère aussi quand même des effets pérennes toujours dans ce type d'événement. L'opportunité aussi de collaborer avec un autre territoire qui n'est pas si fréquente, c'est-à-dire qu'on a des collaborations, des concertations au niveau métropolitain, mais voilà, dans le cadre d'une ville comme Villeurbanne, il n'y a pas tant que ça de projets qui sont menés avec un autre territoire, plutôt avec le territoire lyonnais quand c'est le cas. Et puis de dépasser certaines difficultés. Enfin, on espérait dépasser certaines difficultés qu'on rencontre autour de l'EMI, déjà d'arriver à mieux définir l'objet, objet avec lequel certains professionnels sont à l'aise, d'autres beaucoup moins. Définir aussi le rôle que les médiathèques peuvent jouer en termes d'EMI, donc arriver à une meilleure complémentarité, notamment avec par exemple des documentalistes. Voilà, dans les premiers échanges qu'on a eus, il y a eu notamment le retour sur le fait que dans certaines demandes qui sont faites, c'est de ne pas marcher sur les plates-bandes les uns des autres. Donc voilà, essayer de voir qu'on peut tous en fait travailler dans un sens commun et pas forcément de la même façon, mais en tout cas en complémentarité. Il y avait de nouvelles demandes aussi qui émergeaient à ce moment-là et face auxquelles les collègues n'étaient pas forcément à l'aise pour répondre, notamment dans le cadre d'accueil de classe qu'on faisait. On faisait déjà des accueils de classe autour de 36 heures à la rédac, donc quand Martin
et Fabien ont collaboré. C'était aussi très motivant pour les équipes. Mais voilà, ça c'est un accueil de classe qu'on faisait déjà, mais il y a eu des demandes aussi de la part de collèges, d'intervention, en tout cas de soutien des équipes des médiathèques sur des problèmes de cyberharcèlement. Aussi, voilà, il y a eu des cas où l'IA générative a été utilisée pour diffuser des faux nudes dans des collèges. Comment les médiathèques, on peut venir apporter des réponses à ça. Donc c'était aussi, voilà, voir un peu face à plein de demandes différentes qu'on peut avoir, où se situe notre rôle, où s'arrête aussi notre rôle, et où ça devient plutôt le rôle d'association, etc. Donc c'était l'objectif aussi d'arriver à mieux nous positionner professionnellement et en complémentarité avec d'autres. Autre problématique, c'est d'arriver à attirer du public sur des actions d'éducation aux médias et à l'info. Voilà, il y a les publics captifs scolaires et puis des actions qu'on développe à destination de groupes, mais sur le tout public, la mobilisation était relativement difficile jusque-là. On espère que ça va changer. Et puis, opportunité financière aussi, parce que ça représentait quand même voilà, la présence de Martin et Fabien, une formation toute financée, des actions, en fait, voilà, une manne financière pour de l'action culturelle qu'on n'aurait pas forcément, le budget, on ne l'avait pas sans ça, et on n'aurait pas, dans tous les cas, ça n'aurait peut-être pas été une de nos priorités d'action sans cette opportunité-là. Alors moi, bonjour à toutes et à tous. Du côté des intervenants ou des journalistes, pourquoi on répond à un appel à projet? Effectivement, ça arrive au cœur de l'hiver, on est déjà un peu fatigué, on voit un appel à projet. Mais c'est parce que, en tant que professionnel de l'éducation aux médias, moi je vois depuis 10 ans ces résidences. J'ai participé déjà à une première résidence il y a 5 ans, et en fait... on en parle beaucoup entre intervenants, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ah bah tiens, là c'est 4 mois, ah bah là c'est que 2 mois, mais c'est payé combien? C'est des vraies opportunités pour nous, en tant qu'intervenants journalistes, en éducation aux médias, pour expérimenter, essayer de faire des choses sur le temps un petit peu plus long que d'habitude, puisque ça c'est un des principes de l'éducation aux médias, d'essayer de construire comme ça, au fur et à mesure des rencontres avec un public, qui va revenir dans le cadre scolaire. Là, c'est avec les bibliothèques, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous les publics. On a du public captif, on peut avoir des adultes, on peut avoir des seniors, et en général, on peut s'insérer dans l'appel à projet assez facilement avec, bien sûr, la dimension recherche qui a beaucoup joué pour moi, ma présence au sein de ce projet, parce que depuis aux Assises du journalisme de Tours, on a parlé de ces résidences, on a parlé d'un certain nombre de points, je me rappelle de ça il y a 10 ans, on n'a pas eu vraiment d'évaluation. Nous aussi, en tant qu'intervenants, ça nous guide, ça nous aide. On est dans une profession, certes, journaliste, mais qui est un secteur d'activité qui se professionnalise. Il y a des certifications maintenant d'éducation aux médias, il y a un certain nombre de choses, et donc on va se nourrir aussi de la recherche. Et là, hop, on avait cette opportunité-là d'avoir des chercheurs ou chercheuses avec nous sur l'évaluation des dispositifs, même si on va voir que ça a un peu évolué au fur et à mesure. Au départ, c'est ça qui me fait tilter en disant, tiens, on donne pas mal d'argent à l'éducation aux médias, même si on aimerait qu'il y en ait plus, qu'il y en ait souvent, qu'il y en ait pour longtemps. Il n'y en a quand même jamais eu autant depuis un certain nombre d'années, et donc faut savoir à quoi ça sert. Et là, on avait quand même quelque chose qui pouvait apporter cette réponse. Donc on va voir, et puis surtout c'est peut-être une mise en place pour plusieurs années aussi, parce que c'est pas évident à évaluer, vous le verrez. Ensuite, il y avait la dimension territoire que tu as rappelé, mais avec un réseau Villeurbanne et puis une médiathèque avec Fézin, 2 territoires qui sont différents. Moi, j'habite en Auvergne, c'est des territoires que je fréquente régulièrement parce qu'il y a beaucoup de demandes dans la région lyonnaise d'intervention, et là, on peut encore creuser notre connaissance des publics. On y reviendra aussi, mais c'est quand même pas les mêmes équipes, pas les mêmes publics, et on a fait une réponse commune à 2 journalistes. C'était aussi ça, peut-être l'originalité. Moi, un peu plus spécialisé en éducation aux médias, et puis Fabien Benoît, qui est documentariste, qui travaille sur le temps long, qui a aussi un regard technocritique qui était apprécié de certains intervenants et certains enseignants. Et c'était ça qui nous intéressait, c'était de mêler ce territoire, la démarche de recherche, et l'axe fort, c'était la formation des professionnels, en essayant de parsemer ces 3 mois de résidence avec
des rendez-vous de formation professionnelle, que ce soit en grand groupe, grand effectif ou en plus petits effectifs, et on s'aperçoit que c'est une des solutions aussi pour faciliter la vie, c'est quand même d'aller chercher chaque équipe, chaque service peut-être même. Et donc ce tout constitue quand même un projet qui prend du temps pour des journalistes, donc il va falloir... Fabien Benoît n'est pas là parce qu'il est au Texas, il doit travailler, il a autre chose à faire. Enfin voilà, il y a de temps en temps ces particularités, puis je ne vous cache pas que c'est aussi une question de rémunération pour nous aussi. C'est un projet qui... se monte à 12 000 € par résidence. Moi, je me souviens de mes débuts de pigiste, c'est ce qu'on gagne en un an, quoi. Donc là, en 3 mois, il y a pas mal de jeunes pigistes journalistes qui se disent « Ok, moi, si je suis formé, que je suis compétent, que je peux rencontrer des professionnels, trouver des ateliers, faire ça, c'est aussi une sécurité pour un certain nombre de jeunes journalistes qui débutent, de pigistes qui reprennent, etc. Et ça, c'est non négligeable. Donc c'est aussi l'appel de dire... Quand on fait appel à des professionnels, on sait que ça va coûter un certain nombre d'euros. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très, très appréciable pour des journalistes qui interviennent en résidence. Je reviens un peu sur l'objet de ce programme de recherche qui visait donc à évaluer les résidences de journalistes. Charlotte, est-ce que tu peux nous préciser pourquoi cette démarche d'évaluation a retenu votre attention au niveau des bibliothèques ? Ouais, alors bon, déjà, il y avait effectivement, comme je l'ai déjà dit, l'idée de juste participer en fait à une recherche-action, si on donne son corps à la science. C'était aussi pour nous une opportunité d'évaluer vraiment finement un volet de notre action, ce qui n'est pas si fréquent. Enfin, bien sûr, on est dans une démarche d'évaluation des actions qu'on conduit, mais on ne bénéficie pas du même temps, des mêmes compétences, du même regard. Ce n'est pas tout à fait non plus les mêmes éléments qui vont être analysés par Angèle et Suzanne. Donc on bénéficie aussi de leurs apports, c'est-à-dire qu'elles nous observent, mais nous aussi on les observe en train de nous évaluer. Voilà, ça va un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que voilà, on regarde aussi, on y reviendra, mais elles ont élaboré un questionnaire pour voilà, sur le gros événement de clôture, mieux percevoir les types de publics qu'on capte ou ceux qu'on ne capte pas, voir leurs pratiques informationnelles, etc. Et c'est vrai qu'on peut avoir une habitude d'essayer de cerner le public qui est présent à nos animations, mais par contre de questionner quelles sont leurs pratiques informationnelles, quels sont leurs besoins, etc. Ça, c'est moins une habitude qu'on a. Donc voilà, ça c'est une opportunité aussi. Et puis de faire l'objet d'une évaluation, c'est quelque chose effectivement d'inédit, que le binôme bibliothécaire-journaliste fasse l'objet de l'évaluation. Ça nous semblait aussi quand même intéressant. Et puis on avait perçu dès le départ, dès la candidature de Martin et Fabien, que Martin en particulier, c'était un aspect qui t'intéressait beaucoup, et que du fait de l'expérience que tu avais en fait déjà vu plein d'actions EMI en médiathèque, plein de démarches. Donc on avait déjà vu qu'au-delà de ce que pourraient nous apporter les chercheuses, on espérait aussi que l'analyse de Martin nous apporte voilà, des billes sur ce qu'on fait, ce qui se fait ailleurs, ce qui marche pas, etc. Angèle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de la recherche en EMI ? Sur l'évaluation ? Non, sur le rôle de la recherche en EMI. Alors, en fait, en EMI et esprit critique. On avait dit qu'on allait aborder les deux, parce que voilà, l'esprit critique est l'objet de votre venue et de la nôtre aussi. Alors, on recherche en infocom, parce que Charlotte, une fois, tu l'avais dit, que c'était la première fois que tu rencontrais des chercheurs en infocom. En infocom, comment est-ce qu'on travaille l'EMI? Donc, au-delà de l'EMI, en fait, du dispositif, nous, ce qui nous intéresse, c'est les cultures de l'information. Voilà, c'est-à-dire que comment, face à des situations, les individus s'informent, quel est le rôle de leur représentation, de leur imaginaire, quel est leur rapport à l'information. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Et l'esprit critique, à l'intérieur de cela, ce qui nous intéresse, c'est l'approche critique par rapport à l'information. Mais en infocom, on ne considère pas l'esprit critique comme quelque chose qui est déjà là. C'est soit un moyen, soit un indice, soit une façon de montrer qu'on est acculturé justement à l'information. Et l'esprit critique en infocom, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, qui est toujours remis en question en fonction des nouvelles situations.
dans lesquels on va devoir s'informer ou produire de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire que l'esprit critique, certes on le travaille, mais quand on l'a dans une situation, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir dans une autre. Donc c'est quelque chose qui est remis en question en permanence. Voilà. Si tu veux que j'aborde l'évaluation, là, non ou pas, d'où la difficulté, en fait. Au départ, le projet de la DRAC, c'était d'associer des chercheurs pour évaluer ce dispositif et voir si, du côté des usagers, il y avait effectivement l'acquisition de l'esprit critique. Sauf que, par rapport à ce que je viens de dire, ce n'est pas possible, vu le temps, vu les contraintes, le fait que les individus ne sont pas les mêmes que l'on voit d'un atelier à un autre, de pouvoir dire s'ils ont acquis de l'esprit critique. En revanche, on a pu évaluer bien d'autres choses, c'est-à-dire peut-être les conditions pour travailler l'esprit critique avec les usagers des bibliothèques. Merci. Peut-être avant qu'on aborde les résultats de la recherche, les analyses produites, est-ce que tu peux juste nous préciser la méthodologie que vous avez suivie? Oui, tout à fait. Alors, en fait, avec Suzanne, on est résolument dans des approches qualitatives. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, les acteurs, et de comprendre leur stratégie, de comprendre comment ils fonctionnent. On n'est pas là sur des grands questionnaires quantitatifs, sur le rapport à l'information, les pratiques d'information. Alors, on a un protocole, en fait, en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a analysé les candidatures qui ont été soumises. Donc, c'est celle de Fabien et de Martin qui l'ont emporté, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu une dizaine à peu près. Et pour chacune des candidatures, il y avait un projet, en fait, par rapport au cahier des charges. Sur les deux lieux, encore une fois, Feyzin et Villeurbanne. Et donc, on a analysé quelle était la vision des journalistes qui postulaient sur l'EMI en bibliothèque. Voilà. Qu'est-ce qu'ils proposaient? Et pour eux, c'est quoi l'EMI en bibliothèque? Ensuite, on a entrepris des observations ethnographiques en immersion au sein de ces médiathèques. Alors, ça a été très difficile, parce que même si on était deux, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et alors à Villeurbanne, c'est un grand réseau, donc c'est plusieurs lieux, c'était difficile d'assister à tout. On a essayé de faire le plus possible. Donc on a, en observation ethnographique, on a observé aussi les 2 temps forts de formation animés par Martin dans le réseau villeurbanais et à Feyzin. Et on a aussi conduit des entretiens. Alors, il y a des entretiens informels avec tous les acteurs du projet, les responsables des médiathèques, des entretiens informels aussi avec les journalistes, les publics, les bibliothécaires. Et puis, là, on rentre dans une phase d'entretien plus long au terme de la résidence. Que pour nous, c'était un moment clé, le terme de la résidence. Donc, on a commencé avec Fabien, mais depuis le Texas, le jeudi de l'Ascension. Et puis, on va donc poursuivre avec Martin, les bibliothécaires et un certain nombre d'autres de ces acteurs. Et en fait, le recueil de données est toujours en cours, parce qu'il va y avoir un gros événement à la fin de la semaine qui va clore un peu cette résidence de journalistes. On en parlera un peu plus tard, la kermesse de l'info à Villeurbanne. Et donc, ce sera des temps encore d'observation et là, de rapports un peu plus directs avec les usagers qu'on va rencontrer pendant ces 2 journées. On va aborder à présent les différentes analyses produites par la recherche. Donc, un des premiers points forts que vous dégagez, c'est donc celui qui se fait autour de la formation des professionnels, qui apparaît comme un besoin très important. Martin, Fabien et toi, vous avez axé votre réponse à l'appel à projet autour de la formation de formateurs. Pour quelles raisons?
Eh ben pour l'avoir. Alors la raison, c'est parce que c'est souvent demandé, hein, ça apparaît souvent dans les appels à projets de résidence de journalistes, mais c'est coincé entre la désinformation, l'esprit critique, la connaissance des métiers, rencontrer des journalistes, etc., etc. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il va falloir discriminer parce qu'il y a énormément de choses à faire. Là, on parle de 2 résidences qui ont eu à peu près entre 20 et 30 rendez-vous sur le territoire, on va dire, de 1h30 jusqu'à des rendez-vous d'une journée entière en fonction des publics, donc il y a énormément de choses. Mais la base du projet, c'était quand même d'avoir une colonne vertébrale de formation, de commencer par la rencontre des équipes du réseau de Villeurbanne et de Feyzin, mais évidemment, s'il y a des gens de certaines directions dans la salle, vous savez que c'est compliqué de faire venir 30 professionnels dans une même salle, à un même endroit, pour une journée de formation. Donc ça a réussi et ça a été plutôt bien accueilli. Mais la difficulté après, c'était d'en mettre un petit peu à droite à gauche. Donc on va avoir un 2e rendez-vous le vendredi pour retrouver cette colonne vertébrale. En fait, la résidence, elle s'est faite à chaque fois dans la co-construction. C'est finalement de manière là aussi informelle, mais après un rendez-vous, une réunion, chaque rendez-vous, donc on en a une trentaine, on va dire, par résidence, on va passer 1 heure à co-construire avant. Alors vous avez quel public, c'est quoi vos objectifs, comment vous travaillez un petit peu, essayer de comprendre. Il y en a qui sont tout à fait bien cadrés, contextualisés. Pour d'autres, c'est plus compliqué, hein. On a vu un petit peu tous les types de professionnels, et c'est ça aussi qui est important, c'est que l'intervenant comprenne qui il a en face de lui. Est-ce que ce sont des bibliothécaires déjà formés à l'EMI ou au contraire qui découvrent, et on a vu qu'avec tous les profils, ça fonctionne. C'est simplement qu'on va co-construire un petit peu plus, passer du temps, et puis une fois dans la réalisation, là, c'était un petit peu différent. On a aussi eu des contraintes de temps qui ont fait que certaines activités, moi, j'avais pas besoin d'y participer. En tout cas, j'étais là en observation. Et ça, pour des ateliers qui ont été redondants, c'est-à-dire des accueils de classe sur une thématique qui était l'intelligence artificielle, on a pu expérimenter ma vision extérieure, là, qui vient de la formation de formateur que j'ai aussi suivie après mes études de journalisme. Et puis, l'insertion d'un intervenant au milieu qui vient dans une équipe, qui remue un petit peu les choses, mais qui garde la structure. Et puis finalement, un conseil pour une 3e séance où là, ils ont géré de A à Z et ils m'ont dit ça n'a pas du tout la même forme, ça a évolué, mais sur le fond, ils avaient gardé leur rapport. Donc, c'était intéressant de faire que toute cette résidence, les 3 mois en fait, soit un travail pratique pour ces bibliothécaires. Et finalement, on va en avoir la forme finale samedi. On va accueillir une kermesse de l'info, mais c'est des choses qui ont été déjà anticipées il y a plusieurs mois. Ils ont réfléchi quels sont leurs objectifs, quels sont les objectifs pédagogiques liés à l'EMI, puisqu'on est dans une éducation A, donc il faut réfléchir aussi en ces termes. Qu'est-ce qu'on va apprendre, même si on n'est pas toujours obligé d'apprendre et que de temps en temps on peut déjà s'amuser et passer un bon moment. Je vois à vos têtes que ça vous fait plaisir aussi. Mais en tout cas, c'est ça, on passe un bon moment et puis après, on a peut-être appris des choses, ça c'est compliqué, mais elles ont réussi le pari, puisque il y a à peu près un tiers, la moitié qui se sont engagés sur toute la durée pour mettre en place un atelier pratique. Et au final, c'est une dimension qui ressort, c'est que de manière informelle, là encore, c'est beaucoup de retours que j'ai eu. Ah bah ça m'a soutenu. Quand j'ai vu comment tu animais, qu'après tu as pu me reprendre. Voilà, on n'est pas allé jusqu'à filmer des séances en analyse des pratiques professionnelles, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça, c'était quand même quelque chose qui manquait, je pense. Pour certains, c'était simplement l'action culturelle. Pour d'autres, c'était l'éducation populaire qui était un petit peu pas bien comprise, ou au contraire qui était très bien comprise, mais qu'on avait du mal à faire entrer dans l'EMI. Et c'est très varié, une équipe de médiathécaires, surtout dans une métropole où on a une équipe assez dense. Et finalement, il faut aller plutôt voir chaque profil, chaque binôme, chaque équipe, chaque service, et voir comment on peut se mettre au service. Mais c'était ça l'idée de la formation, c'était que en plus du moment de partage avec le public, il puisse rester quelque chose de cette résidence en termes de compétences professionnelles. Alors justement, Charlotte, quels sont les différents besoins de formation autour de l'esprit critique que vous avez pu identifier ?
Alors, disons qu'en amont, il y avait cet intérêt fort pour le volet formation, dans l'idée qu'on arrive à mieux identifier aussi ce qu'on fait déjà, améliorer des formats déjà existants, les faire évoluer, tester aussi de nouveaux formats, tester de nouveaux objets, j'allais dire, avec lesquels les collègues se sentaient moins à l'aise, de s'approprier la résidence un peu comme un grand laboratoire, l'opportunité de tester plein de choses de façon aussi assez détendue, comme tu le disais, parce que on l'a présenté aussi dès le départ comme on s'approprie le projet un peu sur le tas, dans le sens aussi où, en termes de calendrier, voilà, c'est un autre sujet un peu, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est arrivé fin 2024, à un moment où il y a déjà beaucoup de choses en fait qui sont calées en termes d'action culturelle. Donc, inclure ça dans une programmation déjà bouclée, c'était pas si évident. Donc on s'est dit, voilà, on va bénéficier de l'expertise de Martin, y compris sur des choses qui sont déjà prévues, et puis on rajoutera des formats comme on pourra, comme on le sentira au fur et à mesure. C'était l'objectif aussi d'étendre un peu les équipes, parce que voilà, quand on voit un gros projet qui arrive comme ça avec beaucoup de moyens, etc., ça peut être aussi un peu panique à bord pour réussir à s'en saisir. Voilà, effectivement, il y avait cette opportunité d'un socle commun de connaissances. Donc, il y a eu une journée de formation à Villeurbanne. Donc, il y avait une matinée qui était commune aussi à Feyzin, et l'après-midi était plus pratique déjà d'exploration de la thématique. Au début, c'était le festival de l'EMI, et puis voilà, on a commencé à travailler sur des formats que les collègues avaient envie de tester, etc. Petit à petit, c'est devenu l'idée de la grande kermesse de l'info. Sur cette journée-là, il y a eu des collègues, c'était sur la base plutôt du volontariat que les collègues se sont formés. Il y a eu dans toutes les équipes, tous les services se sont mobilisés. Donc voilà, il y a plusieurs médiathèques à Villeurbanne, les bibliobus, à la Maison du Livre de l'Image et du Son, on a plusieurs services. Bon, tous les services et médiathèques étaient représentés, y compris sur la base du volontariat, ce qui était voilà, quand même important et un succès de base. Donc on va dire que pour ces professionnels-là, ça a permis de mieux les outiller, consolider des formations, ou au moins un intérêt qu'ils avaient déjà, puisque c'était sur la base du volontariat. Bon, sur ce volet formation, Mathilde l'a dit un peu en introduction, mais juste vous redire que j'ai pas du tout encore fait le bilan avec toutes les équipes parce qu'on est en plein dedans, donc je vous livre juste quelques retours. J'ai échangé notamment avec une responsable d'équipe qui distingue un peu différents types de profils, maintenant un peu à chaud aussi suite à cette journée de formation, et puis toute la mobilisation qu'on a engagé pour cette grande kermesse de l'info là, qui a lieu ce samedi. Il y a, on va dire, le profil des bibliothécaires qui sont intéressés, qui étaient déjà intéressés par les questions de l'EMI, qui sont formés et bon, à l'aise avec la définition de l'EMI, avec les modalités de transmission, de mise en pratique auprès des publics. Après, il y a certains types de bibliothécaires pour lesquels le métier même de bibliothécaire suppose de maîtriser l'information et ses enjeux, et donc l'EMI, et qui ne perçoivent pas forcément le besoin de formation qu'ils ont. À l'inverse, il peut y avoir des collègues qui pressentent que c'est un sujet important, mais dont ils ne maîtrisent pas tout à fait tous les tenants et les aboutissants, les définitions, les méthodes, etc. Mais qui, sentant que c'est aussi quelque part qui serait attendu de la part d'un bibliothécaire, n'osent pas forcément exprimer un besoin de formation, reconnaître que bah oui, en fait, on n'est pas si à l'aise que ça dans la médiation de l'EMI, en particulier sur des questions d'actualité, sur des thèmes comme l'intelligence artificielle, etc. Et le quatrième profil, c'est plutôt ceux qui sont intéressés par le sujet, qui connaissent à peu près les méthodes, mais qui ont des difficultés à distinguer et à se positionner entre des opinions personnelles, ce qu'ils peuvent porter auprès du public, ce qu'ils doivent porter auprès du public. Donc là, ça rejoint les questions qu'il y avait dans une table ronde précédente sur le devoir de réserve, la question de la neutralité. Voilà, donc un besoin en tout cas de formation ou de progresser en tout cas plus sur des volets de distanciation, de recul entre ces sujets et puis la façon dont on les transmet auprès des publics.
Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'enseignement, un petit peu, il y a sur ce volet-là, finalement, ce qu'on se dit aussi, c'est que peut-être qu'il faut dépasser la dimension auto-évaluation et besoin de formation, mais plutôt être dans une démarche comment dire, qui impose en fait la formation à tous, parce qu'on considère que ça peut être le sujet de tous, et ça c'est un des enseignements aussi de cette résidence, c'est qu'on arrive à impliquer y compris des discothécaires, des vidéothécaires sur ces sujets. Et puis une des autres conclusions auxquelles on arrive, c'est effectivement il y a une seule équipe, un service en entier qui a bénéficié d'un temps d'échange avec Martin, on va dire plus un peu en mode expertise, formation vraiment sur mesure pour l'équipe. C'est une équipe particulière, c'est les coordinatrices de Minimix. Les Minimix, ce sont des dispositifs d'éducation artistique et culturelle qui sont rattachés au réseau de lecture publique de Villeurbanne, qui sont nés dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022. Mais ce sont donc des professionnels des médiathèques qui travaillent dans les établissements scolaires directement, qui sont là pour à la fois assurer, on va dire, une garantie professionnelle de qualité des collections, etc., des BCD, mais aussi de faire vivre l'EAC, mais aussi l'éducation scientifique et aux médias et à l'information. Et ce qu'on a vu avec cette équipe-là, c'est que autant elle est vraiment à l'aise sur des sujets d'éducation artistique et culturelle, mais sur l'EMI, c'était moins, en tout cas une inclinaison, un sujet sur lequel elles étaient beaucoup moins à l'aise. Donc il y a eu cette demande, comme c'était compliqué en fait d'imaginer un projet d'un point de vue temporalité, parce que les projets ils sont définis très en amont avec les équipes enseignantes, donc on ne pouvait pas faire un gros projet au sein des écoles. Donc elles ont demandé, voilà, à bénéficier plutôt d'un temps d'expertise comme ça sur mesure. Et voilà, partant du constat que finalement, maintenant on a formé avec ce socle commun plutôt des collègues qui étaient volontaires, déjà un peu aguerris, et que ce temps sur mesure il a été très apprécié en complémentarité, voilà, avec du recul. Non, c'était pas possible de mobiliser 110 agents sur 3 jours de formation. En revanche, former un groupe élargi déjà de référents sur les questions d'EMI sur une journée entière, et ensuite programmer un temps spécifique, soit par équipe, soit en transversalité, par exemple, qui réunirait tous les discothécaires, vidéothécaires ou tous les bibliothécaires jeunesse. Bon, voilà, un peu par spécialité aussi. Ça, je pense qu'on aurait pu le faire. Et ben, c'est trop tard, mais on a des pistes pour la suite. Un autre point de vos analyses concerne la relation journaliste-bibliothécaire, et notamment la représentation sociale liée au métier de journaliste pour intervenir dans le champ de l'EMI. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Angèle? Oui, alors ça, c'est des pistes qu'on est en train d'analyser avec Suzanne. Et au cours de nos observations et de nos entretiens informels, on a vu à quel point l'attente était très forte de la part des bibliothécaires pour un accompagnement par les journalistes, en l'occurrence Martin essentiellement, pour développer leurs propres compétences en médiation et animation dans le domaine de l'EMI. Alors, il n'y avait pas que les temps de formation, là, ces 2 journées, l'une à Feyzin et l'une à Villeurbanne. Il y a aussi les temps de formation, c'est aussi tous les échanges, comme tu l'as expliqué, de co-construction, de mails. Voilà, c'était pas que en face à face, c'était aussi asynchrone par les mails. Sauf que les bibliothécaires, enfin, pour nous, on y voit peut-être une question identitaire des bibliothécaires. Parce que les bibliothécaires, c'est des spécialistes du traitement de l'information. Vous êtes des spécialistes du traitement de l'information. Et on a vu des bibliothécaires qui avaient du mal à identifier leur apport éventuel dans l'EMI. Alors que le I de EMI, c'est information. Et en fait, voilà, nous, on pense que c'est en partie, ça tient à une posture qui est difficile à tenir pour le bibliothécaire. Voilà, il y a une posture pédagogique à avoir dans l'EMI, et ça en gêne certains. Et puis, il y a une posture aussi critique envers les médias. Voilà, et certains étaient mis pas en difficulté, mais se questionnaient par rapport à leur rôle dans l'EMI et de cette posture critique à avoir, ou qu'ils avaient envers des médias. Voilà la relation qu'on a vue et qu'on est en train de finir d'analyser avec nos données.
Mais Martin, oui, est-ce que ce sentiment de manque de légitimité, tu le perçois dans les formations que tu donnes? C'est vrai que c'est souvent ce qu'on va me dire très rapidement en formation, au départ, quand on se présente, etc. Ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, on a pu le voir, on a les mêmes réactions dans les réunions, mais ça m'intéresse beaucoup. Personnellement, je m'intéresse à cette thématique, etc. Mais alors l'expliquer ou en faire un atelier ou même parfois en parler, eh ben, émotionnellement, c'est compliqué. Bah oui, parce que c'est ça, ce I d'information. Moi, c'est l'information au sens d'actualité, l'information chaude, souvent traitée par le journaliste, etc., triée, vérifiée, contextualisée. Mais pour vous, c'est une autre information et on va quand même s'entendre, à mon avis, sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est hyper complémentaire. Et moi, je finis toujours cette brève présentation au départ des formations par dire mais si vous venez pas nous aider, que nous on n'est pas là pour vous, qui va le faire? Oui, dans l'éducation nationale, on a des collègues qui s'en servent de l'esprit critique, de l'éducation aux médias, quel que soit le nom, etc. Mais il faut qu'on soit nombreux. C'est vraiment un enjeu démocratique et ça, faut le rappeler quand même. Hein, c'est quelque chose, il ne faut pas le nier. Tous les jours, on voit quelques exemples qui nous viennent parfois d'outre-Atlantique, mais parfois de bien plus près à travers les réseaux sociaux. Et donc, on va quand même se dire que, oui, on le dit qu'il y a un manque de légitimité, mais les espaces presse sont gérés, il y a une connaissance des supports, il y a une connaissance souvent très pertinente et pointue du monde du numérique. Moi, j'ai des gens en face de moi à Villeurbanne ou à Fézin qui sont largement compétents et largement meilleurs que moi dans l'intelligence artificielle ou autre. Peut-être pas toujours dans la manière de l'expliquer, de faire de l'action culturelle avec, etc. Mais par contre, le fond, vous avez toujours beaucoup plus de matière. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci pour moi de légitimité dans la compétence, dans le fond, dans les thématiques. Par contre, il y a des choses. Parfois, personnellement, on n'a pas envie de le faire. Voilà, qui veut monter un petit truc sur la violence à l'école aujourd'hui? Bon, bah, moi, je suis pas sûr que vous serez très nombreux à venir me voir pour faire une séance là-dessus, parce que évidemment, il y a de l'émotion, évidemment, il y a l'info-anxiété, il y a tout ce qui fait qu'on vit mal notre information, et ça, c'est l'enjeu de l'éducation aux médias en général, mais ça se retrouve aussi dans les médiathèques. Vous êtes beaucoup plus informés que la moyenne de la population française, et vous êtes comme moi, souvent surinformés sur certaines thématiques, et ça fout la trouille au bout d'un moment, il faut quand même le dire. Donc, il y a des choses, on n'a pas besoin de le faire. On n'est pas obligé d'y aller si on a une demande. Israël, Gaza, c'est pas tous les jours qu'on fait des activités là-dessus. Moi, je suis là pour ça parce que je me mets entre le public et puis le professionnel. Et justement, c'est ça la facilité. Le binôme fonctionne là-dessus parce que on va dire, ah tiens, pousse-toi, mets-toi devant. Et moi, je prends les questions et moi, je peux donner mon opinion et puis expliquer comment on travaille, nos méthodes de travail, etc. Donc là, c'est vraiment utile. Donc non, moi, je pense que ce manque de légitimité, on en parle pas mal. Mais on ne le voit pas tout le temps parce que dans la pratique, vos usagers, vous les connaissez, vous savez ce qu'ils empruntent, vous savez quelles sont leurs habitudes, même si on va voir qu'en termes de consommation des médias, et notamment sur les réseaux sociaux, sur des endroits où on n'est pas toujours habitué à aller, eh bien, on a toujours à découvrir. Tu disais l'esprit critique, ça ne s'arrête pas. Ben, non, mais là, on a toujours des choses à découvrir et c'est aussi ouvrir ce maximum cette porte-là pour dire qu'il y a ce passage qui se fait avec le lien avec le public et le lien avec les professionnels autour de toutes ces questions qui sont en train de se dérouler, de ce qu'on est en train de voir grâce à travers le petit bout de la lorgnette des médias, même si il n'y a jamais eu autant aussi de manières de s'informer et c'est ça aussi qui peut nous questionner. Mais ouais, c'est vraiment très présent, mais moi je rassure tout le monde, quoi. Enfin, j'espère vous rassurer parce que c'est hyper intéressant de voir que il y a des journalistes qui sont aussi généralistes comme moi, même si j'ai fait du sport. Hein, voilà. Alors, je sais pas, la culture sportive est peut-être pas la plus développée dans cette salle, et peut-être que je me trompe, mais vous allez pouvoir m'apporter autre chose, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Par contre, c'est qu'on arrive à avoir cette culture commune, et c'est l'objet de la formation, et c'est l'objet de ce qu'on fait de cette EMI. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé, vous l'avez appelé esprit critique aujourd'hui, parce que c'est déjà un point de rencontre qui est peut-être plus simple. Charlotte, est-ce que tu peux nous préciser sur quel est le périmètre d'expertise des journalistes qui vient rassurer les bibliothécaires sur le sujet de l'esprit critique ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a la question qu'on évoquait tout à l'heure parfois de difficulté de mise à distance d'opinion, enfin de distinguer entre nos opinions, nos émotions aussi que tu évoques, personnelles et celles dont on peut faire la médiation auprès des publics. Ça permet de désamorcer certaines situations comme ça où il y a une difficulté de distanciation.
Il y a l'aspect de sécurisation, de complémentarité aussi que Martin évoquait, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, alors Israël-Gaza parmi d'autres, mais qui de fait arrivent quand même, peuvent arriver. Le printemps des poètes, il y a une soirée autour de la poésie des palestinienne, comment on gère. Bon, en fait, les sujets politiques, dans tous les cas, ils sont dans notre quotidien. Ils arrivent aussi dans les contextes locaux, ce qui se passe dans la ville, etc. Enfin, les contextes internationaux ont des répercussions locales. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir effectivement une frilosité de la part des bibliothécaires à faire de la médiation sur des sujets d'actualité. Je pense qu'il y a une association aussi quand même assez, peut-être un peu restrictive, mais d'emblée entre EMI et actualité avec laquelle on ne se sent pas très à l'aise, donc on se met un peu à distance. Sur ces sujets-là, clairement, la présence d'un journaliste qui maîtrise, en tout cas, on s'attend à ce qu'il maîtrise totalement tous les sujets d'actualité, et les différents points de vue, l'objectivité, enfin les faits, les opinions, etc. et rassurante de ce point de vue-là. Après, effectivement, il y a la question de la compétence pédagogique qui revient parfois sur l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'on dit EMI. Après, bon, on en discutait là rapidement, c'est une question qui ne revient pas du tout sur l'éducation artistique et culturelle. Enfin, en tout cas, ça revient beaucoup moins souvent de la part des collègues. Après, voilà, il y a aussi une conscience, je pense, de compétences de journalistes qui sont juste spécifiques, tout comme sur le AC, en fait, où on collabore avec des artistes. Là, si on faisait déjà, et il y en a eu aussi dans le cadre de la résidence, un atelier podcast. Bon, un atelier podcast qu'on mène en interne avec des compétences de bibliothécaires qui sont formés sur ce sujet-là, hein, mais qui sont quand même pas journalistes, bah, ça va pas donner du tout la même chose. Enfin, pour avoir assisté à justement un des ateliers, voilà, il y a tout le vocabulaire en fait journalistique. Martin, il fait comme si on était dans une conférence de rédaction. Il demande si on a rapporté du biscuit. Bon, c'est quelque chose qu'en tant que bibliothécaire, on n'aurait pas fait. Tout comme quand on fait, il y a un temps du compte qui est fait par un bibliothécaire ou par un compteur professionnel. Alors je laisse de côté le cas des bibliothécaires qui sont aussi compteurs professionnels, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même proposition qui est faite. Et c'est vrai que voilà, de ce point de vue-là, il y a une complémentarité, un enrichissement en fait aussi simplement des propositions. Et je pense que, disons que c'est un objet qui n'est pas complètement nouveau, mais avec lequel on est quand même globalement moins à l'aise quand on sort des tables thématiques, de la presse, etc., que d'autres volets d'action. Donc là, d'avoir un temps fort, une résidence et une sorte d'immersion totale dans le sujet, ça nous offre un cocon en fait de tests et de réconfort aussi un peu quelque part, je pense, pour se lancer et pour approfondir toutes ces actions-là. Un autre constat qui est fait par la recherche, c'est la tendance à la ludification de l'EMI dans les dispositifs. Donc le fait de mettre les citoyens en posture de joueurs et la façon dont cette posture influe sur les connaissances développées. Donc Charlotte, cette tendance à la ludification, elle est propre à l'EMI ou est-ce qu'elle concerne de façon plus générale l'action culturelle ? Alors non, j'imagine que c'est à Villeurbanne, comme ailleurs dans l'action culturelle, il y a un gros boom, on va dire, de la ludification, mais aussi d'ailleurs sur les collections, comme le format atelier aussi qui se développe de plus en plus. Et puis juste simplement d'être dans le faire ensemble, de l'être ensemble, de moments partagés, etc. Ça coïncide avec les pratiques culturelles de la population, pas seulement des enfants, hein, donc c'est aussi dans l'idée d'être dans la dynamique des droits culturels. Tout ce qu'on développe autour du jeu, c'est aussi assez propice à décloisonner ce qui est réel et imaginaire, objectivité, fictionnel, etc. Donc aussi propice à la création, à la participation. Voilà, il y a d'autres actions, par exemple, il y a la création d'un Monopoly villeurbanais, d'un jeu d'échecs géant avec une imprimante 3D. Donc voilà, non, ce n'est pas spécifique à l'EMI, c'est une porte d'entrée, voilà, qu'on inclut. Il y a des rendez-vous réguliers autour du jeu
dans les médiathèques de Villeurbanne. Et puis c'est aussi une dimension qu'on intègre maintenant de façon habituelle dans tous les gros événements transversaux. Il y a des propositions autour du jeu, alors jeux de plateau, jeux de rôle, jeux vidéo, etc. Pas seulement comme un produit d'appel, mais parce que voilà, il y a une vraie richesse aussi en termes d'univers, d'auteurs, etc. Et puis ça nous permet en fait de toucher tous les publics. Enfin, ça marche. Alors je vais être un peu caricatural, mais sur le jeu vidéo, on attire beaucoup d'ados. Pour le public senior, il y a tout ce qui est puzzle qui marche à fond chez nous. Et puis, il y a des quiz qui sont proposés dans des EHPAD, des quiz musicaux. Ça marche en hors les murs aussi pour attirer du public. Les bibliobus circulent avec des collections, mais s'installent aussi, sortent des tables, sortent des jeux, parce que ça attire le public. C'est des choses qu'on a à la maison de façon générale. Après, voilà, il y a quand même le volet, on va dire, jeu sérieux qu'on retrouve sur le MI, mais aussi sur l'éducation scientifique ou sur pour travailler des questions, par exemple, sur les inégalités de genre. Donc, il y a ce volet-là de jeu, on va dire, qui permet aussi d'aborder des vraies questions de fond et sur lesquelles on introduit aussi souvent un aspect, on va dire, un peu méta, de débrief, d'alternance aussi, de moments un peu sérieux, de transmission aussi, de connaissances, on va dire, plus formelles et moments de jeu. Voilà, donc c'est vrai que Martin a apporté aussi, je pense, quand même cette coloration-là, parce que même s'il y avait déjà de façon générale le développement du jeu en médiathèque, et à Villeurbanne, c'est le cas aussi. Martin étant le créateur du jeu 36 heures à la rédac, qu'on utilisait déjà en médiathèque pour du tout public et pour des accueils de classe, c'était aussi un facteur assez motivant pour les collègues. Et puis, de façon générale, t'as amené en fait plein de jeux, t'as posé plein de jeux sur la table. Et voilà, donc ça a coloré la résidence, mais voilà, ça rentrait effectivement en résonance avec une pratique qui est déjà en développement constant. Ouais. Et Martin, toi qui utilises donc beaucoup les jeux dans tes formations, est-ce que tu penses que les jeux, ça permet de mieux toucher les publics en éducation aux médias et à l'information? Est-ce que tu penses que toute l'EMI peut être proposée à travers des jeux? Alors je suis joueur, mais effectivement je pense qu'on peut faire plein d'autres choses que le jeu, hein, en éducation aux médias et comme tout, mais là on parle du public, donc effectivement moi je dirais dans le sens de Charlotte, il y a jamais eu autant de joueurs, ça s'est démocratisé, etc. Mais c'est aussi pour vous professionnels en fait, c'est quel outil il pourrait manquer qu'on soit capable de prendre en main en quelques minutes sans forcément être formé par un professionnel, c'est-à-dire savoir lire une notice, une consigne, comprendre les objectifs assignés à tel matériel et puis se dire moi je suis capable avec ma collègue d'animer une séance ludique grâce à tel ou tel dispositif. Hein. On parle d'ocytocine, je crois, dans un autre débat et puis il y en a d'autres, mais c'est comment on a sous la main quelque chose qui peut être une formule d'entrée dans la posture d'encadrant, d'intervenant EMI ou en tout cas de bibliothécaire qui est mis dans un cadre d'action culturelle lié à l'éducation aux médias, à l'information. Et au final, les jeux se sont révélés être des bons facteurs, c'est-à-dire que quand on pose la question, mais on fait, c'est quoi la limite d'âge ? On fait ça en famille. Faisons venir de 7 à 77 ans. Comme ça, il y a papy avec le petit-fils qui vient. Et au final, on a 4 personnes alors qu'il aurait inscrit que le petit-fils en étant parti lire Le Progrès ou La Montagne s'il était à Clermont. Donc ça, c'était une dimension familiale qui, autour du jeu, arrive à se passer. Moi, je l'ai vu et c'est assez fréquent. Et puis, tu l'as dit avec les jeux vidéo, hein, mais très intéressant d'étudier l'éducation aux médias à travers les pratiques des jeux vidéo. Hein. On a touché des ados et là on a fait un petit peu de jeux vidéo, c'était GeoGuessr hein, pour ne pas le nommer. Alors c'est très simple, hein, on va se trouver sur une carte, on va savoir essayer de se déplacer sur le planisphère pour savoir où on est. Sauf qu'après, on y met des méthodes d'OSINT, donc d'Open Source Intelligence, qui sont des outils de journalistes pour essayer d'aller vérifier des images, des photos, de la géolocalisation, etc. Et là, on apporte la deuxième dimension, c'est-à-dire celle dont les journalistes
vont être capables de s'emparer, c'est le fait divers qui sera mis, peut-être un fait divers qui s'est passé à Villeurbanne, sur le territoire et sur lequel on va pouvoir revenir, ou de la géopolitique. Et donc tout ça c'est ludique, on s'amuse, et j'en parlais tout à l'heure, il y a un moment, on ne doit pas proposer la même chose qu'à l'école. Et c'est là où on est en hiatus avec l'éducation A. Si on entend, et c'est souvent le cas quand la classe entre, on entend « Ah, on va faire de l'EMI, on a déjà fait à l'école ». En ressortant, normalement, il devrait dire « Ah ouais, on a découvert des nouvelles choses, une nouvelle manière de faire. Ah tiens, c'était un peu différent, là je me suis amusé, tu as eu combien de points, moi j'ai fait ci ». Et finalement, ça devient complémentaire, et peut-être que oui, il y a une vraie porte d'entrée par le jeu. Après, on n'en fait pas que ça. Et c'est aussi parce que moi, mon profil, j'ai fait un diplôme apprendre par le jeu. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de travailler cette dimension. Mais je pense que c'est aussi compris dans la création de ces nouveaux espaces ludiques dans les bibliothèques. Voilà, maintenant, on peut emprunter des jeux. Puis, il y en a un sacré paquet. Et il y a même des ateliers autres, des formations. Donc, je crois que ça participe à tout ça et que c'est important de jouer avec tous les outils avec lesquels on a envie de jouer, quoi. Il faut se faire plaisir, donc prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Si c'est le jeu, ne faites pas un jeu si vous n'aimez pas jouer, hein. Non, mais il faut le redire, hein, tout le monde n'aime pas jouer, et c'est véritablement une question, et le public ne va pas s'inscrire s'il n'aime pas jouer, hein. Donc voilà, c'est aussi proposer de manière classique pour des adultes d'autres choses parfois. Et Angèle, tu peux nous en dire plus sur ce format de jeu que tu as pu observer, puis peut-être nous parler d'autres formats, si tu en as observé. Oui, alors on a observé beaucoup de formats, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui reviennent le plus. Je vais peut-être parler des deux. Donc la ludification et le faire. C'est vrai que beaucoup des ateliers, et notamment celui de Fezin que l'on a observé avec Fabien, donc l'autre journaliste de la résidence, hein, c'était un atelier de production, donc avec des jeunes, hein, une dizaine. Alors c'était pas à chaque fois les mêmes, pas forcément les mêmes, mais une dizaine de jeunes. En partenariat avec un tiers-lieu de la ville, hein, c'était la médiathèque de Fezin et le tiers-lieu. Et donc, il s'agissait de fabriquer, de produire un film, un court film sur la ville, sur la ville de Fezin. Donc, voilà, là, on était dans le faire, c'est ce qu'on a pu observer. Et effectivement, on a vu là des compétences acquises, hein, en matière technique de la part des bibliothécaires et de la part des jeunes qui étaient là. Et puis donc la ludification, effectivement, qui est un trait assez saillant des formes de médiation que l'on a pu observer. Alors il y a toute une littérature en sciences, hein, sur le jeu, l'intérêt du jeu dans l'apprentissage, mais de façon plus générale de l'intérêt du jeu dans la société. Bon, il y avait un sociologue, mais vous devez le connaître parce que, voilà, Roger Caillois, hein, qui a beaucoup étudié le jeu, la place du jeu dans la société. Hein, il disait qu'il voulait faire la sociologie du jeu, mais pas seulement, mais qu'il voulait analyser la société au prisme du jeu. Il a dressé une typologie des jeux, en gros 4 familles de jeux, qui est un peu revue actuellement dans les recherches, et notamment un type de jeu intéressant, le jeu de conscientisation. Parce qu'en fait, c'est ça la remarque. C'est-à-dire le jeu, effectivement, il y a beaucoup de vertus, mais que ce soit dans le faire ou dans le jeu, il faut absolument, et ça c'est les apprentissages de l'EMI en fait, hein, il faut absolument qu'il y ait des temps de, alors attention le gros mot, hein, mais de métacognition de la part de celui qui joue en matière d'EMI. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un temps de réflexion pour qu'il y ait ancrage en fait des apprentissages. Alors ce temps-là, il n'est pas forcément à la fin, il peut être au milieu, il peut être dès qu'il y a quelque chose qui se passe justement entre ceux qui sont en présence. Hein. Mais là, ce que j'entends, ce qui m'est dit par rapport à une information, hein, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui se passe dans ce qui est déjà là chez moi? Voilà, il faut absolument qu'il y ait ce temps-là, sinon il n'y a pas de transférabilité. Et on en revient à la difficulté d'évaluer s'il y a vraiment eu là acquisition d'esprit critique. Alors déjà que l'esprit critique, il est volatile, mais en plus, il n'y a pas ces temps de réflexion individuelle et collectif sur là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que je sais déjà, ce que je sais déjà faire. Voilà. Donc qu'on soit dans le faire
qu'on soit dans la ludification, hein, dans le jeu, il faut absolument qu'il y ait ces moments-là de prise de conscience de ce qui se passe pour qu'il y ait transférabilité d'une situation à une autre. Et c'est d'autant plus important pour le MI, à l'école comme en bibliothèque, comme au musée, comme enfin, tous les lieux où on en fait, hein, que bien souvent c'est du one-shot. Voilà. On a le public, là, 2 heures, 3 heures, ou au mieux 10 séances de 2 heures, mais après on ne le voit plus. Et donc c'est vraiment indispensable de s'assurer qu'on assure la transférabilité de ce qui s'est passé là pendant ces ateliers en fait. Et ça peut passer par des choses très simples, hein. Même si on utilise parfois des mots très compliqués. C'est simplement dire, voilà, vous avez ressenti quoi dans l'atelier? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu quel sentiment à partir du moment où là, tu es arrivé à telle étape du jeu, ou alors il s'est passé ça et tu as gagné ou que tu es perdu, ça a provoqué quoi? On va déjà verbaliser des choses. Évidemment, après, on peut y mettre de la méthode. C'est encore mieux, mais c'est souvent la difficulté parce que les publics ne sont pas toujours captifs, tu l'as dit, parce qu'il y a aussi des durées d'ateliers qui sont peut-être plus courts parfois en médiathèque, et donc apprendre à le faire, ça ne prend pas trop longtemps, mais c'est simplement le dire que là, ça ne sera pas qu'un jeu. Parce que c'est ça aussi, de temps en temps, on a eu cette critique dans l'aspect ludopédagogie, c'est de dire « Ah bah, vous les faites jouer ». Oui, on va leur faire apprendre parce que nous, on va revenir aussi sur certaines notions, certains vocabulaires, certaines choses au fur et à mesure de la partie ou à la fin, si on veut faire un vrai débriefing. Mais en tout cas, ça peut être fait de manière assez simple. Oui, et l'avantage de cette typologie de Kaiwa dont je vous parlais, hein, c'est qu'il y a un type de jeu, une typologie qu'il appelle le simulacre, qui est assez intéressant en matière d'éducation aux médias et à l'information, hein. C'est la capacité d'interpréter, c'est de jouer un rôle. Voilà. Et les jeux qui sont dans la catégorie du simulacre, se mettre dans la peau d'un journaliste, hein, 36 heures à la rédac, par exemple. Voilà, ça peut vraiment être efficace en matière de MI, en fait, hein. Alors, il y a d'autres familles, hein, mais voilà, cette famille-là du jeu de simulacre et apport de la science depuis 10 ans, la science du jeu, hein, le jeu de conscientisation. Voilà. Ce projet, il visait donc aussi à mettre en lumière les publics qui bénéficient des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information. Charlotte, est-ce que tu peux nous préciser un peu quels sont les apports sur ces publics? Ouais. On a confirmé plutôt l'idée que c'est un sujet qui intéresse potentiellement tous les publics et en tout cas qu'on destine à tous les publics. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de nouveaux apports à ce stade. Après, ça nous a permis d'affiner probablement, comme on a testé beaucoup de formats, qu'on a testé aussi des formats déjà existants ou pas auprès de nouveaux publics. Ça nous a permis plutôt d'identifier des sujets, en tout cas des sous-sujets, on va dire, ou des problématiques de l'EMI qui intéressaient en particulier le public. Par exemple, moi, ça m'a frappé, il y a eu une conf atelier autour de comment on s'informe aujourd'hui, globalement. Et pendant cette conférence, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'échanges sur les métiers de l'information, le métier de journaliste, une très grande curiosité par rapport aux coulisses, la carte de presse, etc. Donc ça, je pense que voilà, c'est quelque chose qui serait à creuser potentiellement dans le cadre d'une bibliothèque vivante ou autre. Là, dans le cadre de la Grande Kermesse, on inclut ce volet-là par un des stands, ça va être « Viens poser ta question à un journaliste ». Donc voilà, d'avoir en tout cas un temps d'échange de questions possible. La question de l'IA aussi qui intéresse beaucoup et tout type de public. Voilà, j'ai parlé des collégiens tout à l'heure, mais aussi les personnes âgées. Ce qui fait que là, par exemple, dans le cadre de la fête de la science, la prochaine fête de la science, le thème c'est intelligence. L'équipe numérique de l'AMLIS avait déjà pour idée de faire un atelier autour de l'IA. Il se trouve que ça tombe en même temps que la semaine bleue. Donc, en fait, on va proposer cet atelier IA, on va l'ouvrir aussi, approfondir un peu la com auprès aussi de notre public cible pour la Semaine Bleue. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de le faire avant la résidence, avant qu'on ait exploré un peu plus finement les problématiques qui peuvent intéresser les publics. Après, c'est vrai que voilà, sur la question des publics, on attend aussi
pas mal justement du résultat de la recherche qui va venir et puis de l'analyse qu'on va en faire dans le cadre de la grande kermesse de l'information, puisque c'est un temps tout public, donc sur une journée de 11h à 18h, il va y avoir plein de stands différents à l'intérieur de la médiathèque, dans une salle d'exposition qui est vitrée le long d'une traboule, donc bien visible de l'extérieur, et aussi dans un espace extérieur. Voilà, dans l'idée d'essayer d'attirer un public le plus large possible, parce que finalement la question des publics, on l'a aussi, ça a été l'occasion de l'approfondir sous l'angle comment on fait venir du public à des actions EMI, déjà en ne disant pas EMI, et en essayant d'en faire voilà, la grande kermesse de l'info. L'idée, c'est d'essayer de faire un événement festif, joyeux, auquel on a envie d'aller, dans la période des kermesses aussi de fin d'année dans les écoles. Donc là, on va être dehors avec une pêche aux canards locaux, un chamboule-tout qui s'appelle Viser le boss, pour découvrir qui se trouve derrière chaque organe de presse, qui sont les patrons qui se trouvent derrière. Voilà, donc on a imaginé plutôt un format assez ludique. Mais il y aura, au-delà de ces stands, on va dire, d'animation, de jeux, mais aussi, je vous rassure, avec des collections de bibliothèques, des playlists musicales, etc. Il y aura aussi des stands plus spécifiquement dédiés à la recherche. Donc ça va être aussi un moment de visibiliser la recherche auprès du public via 2 stands. Un qu'on a appelé Expression libre, donc c'est plutôt un espace d'échange avec le public sur leurs pratiques informationnelles, recueillir aussi voilà, la matière, mais Angèle va mieux en parler que moi, savoir qu'est-ce que c'est pour moi s'informer aujourd'hui, en gros de la part du public, et puis un recueil de questions à poser à un journaliste. Et puis il y aura aussi un espace de comptoir de l'info, qui est un espace où on pourra poursuivre s'il va. Bien sûr, les chercheuses vont être présentes, de même qu'une étudiante qui mène un projet aussi sur les publics de l'EMI avec comme sujet d'application notre résidence. Et l'idée, c'est que dans ce comptoir de l'info, on puisse aussi approfondir des échanges, que ce soit entre chercheurs et professionnels ou avec le public. Voilà. Donc je dirais qu'il n'y a pas de grosses surprises sur les publics de l'EMI. Voilà, il y a certaines difficultés qu'on n'a pas réussi à dépasser. Par exemple, attirer du public sur une projection un jeudi soir à 19h alors qu'il pleut des trombes, on n'avait quand même pas beaucoup de monde. Voilà, donc disons que ça nous a plus permis de tester plein de formats, de les tester pour différents publics, et donc je pense que ça a engagé une dynamique et de voir un peu, de creuser les différents types de formats et de sujets selon les publics. Merci. Peut-être qu'on peut passer un temps d'échange, de réaction. Voilà, si vous avez envie de rebondir. Bonjour. Alors, j'avais juste une question sur est-ce que l'ensemble de ce travail avec des chercheurs, journalistes et bibliothécaires va faire l'objet d'une publication à l'ENSIB, aux presses de l'ENSIB? Puisque ça a l'air quand même très chargé, tout ce que vous avez ramassé comme données. Alors, je ne sais pas si ça fera l'objet d'une publication aux presses de l'ENSIB, mais en attendant, ça a fait l'objet on a publié un rapport de recherche, en fait, qui va déjà être envoyé aux tutelles. Et puis, il y a des temps de valorisation du projet qui sont prévus sous une forme qui est encore à définir. Peut-être ça pourrait être une journée d'études. Voilà, il y a aussi un projet de colloque. C'est pas un projet, oui. on va communiquer fin septembre en Allemagne avec Suzanne Kovacs sur une partie de l'évaluation de ce dispositif. Dans le cadre d'un colloque international sur l'information literacy. Bonjour, c'est un peu pragmatique comme question, mais c'est quoi la liste des jeux que vous utilisez? Donc il y a 36 heures à la rédac, GeoGuessr, avec vos outils de journaliste. Et quoi d'autre?
Bonne question, elle va être longue. Il y en a énormément, il y en a pas mal en jeux vidéo aussi. Alors faites attention, certains ne fonctionnent pas. Mais comme quand vous utilisez une tronçonneuse, vous essayez de bien lire la consigne, de jouer ensemble, enfin pas avec la tronçonneuse, mais avec le jeu, de voir si ça marche entre adultes, entre équipes, etc. Puis de voir si ça vous plaît. Je connais des dispositifs qui sont super, on passe un bon moment, mais on n'apprend pas. Je connais d'autres dispositifs où on apprend tellement qu'on s'ennuie au bout d'un moment. Donc c'est un petit peu à vous de voir. Il ne faudra pas s'exclure du contexte dans lequel on intervient. Hein. Mais moi, j'ai le souvenir d'avoir préparé une liste de jeux qui est toute prête. Donc je pourrais vous la fournir, bien évidemment, si vous voulez. On peut en reparler juste après. Je ne vais pas vous faire une liste comme ça. Mais j'utilise Concept, par exemple, pour parler de l'IA, quoi. Voilà, donc Concept, c'est un jeu grand public, mais là, on essaye de partir d'une base de données. Mon intérêt, c'est que vous puissiez construire ensuite votre propre support, c'est-à-dire que quelque chose qui soit une histoire de la médiathèque, une rencontre avec un professionnel ou avec une équipe, et que finalement, l'atelier sur l'IA, ils avaient déjà des propositions, c'est eux qui ont apporté GeoGuessr là-dessus, et ils garderont un atelier qui aura leur forme, sur lequel moi, j'aurais greffé quelques petits trucs, mais par contre, c'est de construire son propre matériel, quitte à utiliser des morceaux, hein, comme on dit, de jeux déjà existants, hein, des questions de culture générale qui viennent de tel endroit, de tel endroit, puis vous faites un jeu des 1000 €. Je suis sûr que ça va vous passionner, ça doit être dans vos pratiques informationnelles. Donc voilà, ça fait partie du truc, vous faites vos propres questions et puis on refait l'histoire, quoi. Vous voyez, j'ai pas répondu. Il y avait une question là-bas. Oui, c'était pour avoir, vous allez peut-être pas vouloir ou trop répondre, des éléments un peu plus concrets de contenu de formation, ce que vous avez apporté aux collègues, des exemples, et puis de l'autre côté des exemples d'ateliers, des exemples d'animation, peut-être un petit peu plus détaillés de façon concrète. Merci. Là aussi... moi, je peux envoyer mon appel à projet à des gens si vous le voulez, hein, il n'y a pas de secret. Les formations professionnelles, c'est cette base de connaissances du métier que tu soulignais chez les usagers, mais qui est aussi un manque chez les professionnels, c'est-à-dire c'est quoi un journaliste, c'est qui un pigiste, c'est quoi la carte de presse, pourquoi c'est Bolloré, c'est qui c'est News, qui a fait quoi, etc. Et puis une fois l'AFP s'est trompé, voilà, revenir un petit peu sur cette connaissance qui est déjà hyper bien acquise, mais qui, avec un professionnel, va permettre de parler peut-être un peu plus d'équilibre, que d'impartialité, de charte de déontologie, de choses comme ça. Après, il y a l'aspect pédagogique, donc c'est comment on va construire un atelier, définir des objectifs pédagogiques, les suivre, essayer d'évaluer ce qu'on a fait, mettre en œuvre nos activités en fonction des sujets comme l'IA, comme la géolocalisation, comme la meilleure compréhension de la représentativité du genre à la télé, dans les fictions. On peut vraiment pousser le bouchon loin, puisqu'on peut travailler tous les sujets, hein. Là, concrètement, c'est passé par des ateliers podcast en partenariat avec des comédiens. Donc là, les comédiennes qui sont venues nous aider pour mettre en voix des choses. C'est passé par la meilleure connaissance des réseaux sociaux, donc simplement découvrir un petit peu qui ils sont, c'est quoi leur spécificité, quel est le projet aussi politique. Hein. On a parlé de politique, il ne faudrait quand même pas oublier que l'EMI est fortement politique et si ce n'est manipulé par certains, parfois on peut s'en servir aussi pour faire de la politique, donc il ne faut pas le nier. Et moi, je préfère le faire plutôt que ce soit vous qui soyez un peu coincé à votre place en disant « Oh, je ne sais pas trop quoi faire ». Moi, je vais réussir à le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc après, on peut travailler sur les archives. Moi, c'était pas ici, mais j'ai travaillé sur le génocide du Rwanda avec des adultes et c'était passionnant. Parce que là, on travaille sur les archives de la presse, sur les fonds du patrimoine, sur les spécificités de la ludothèque ou avec le RIS ou d'autres, le fait qu'ils fassent des expositions. Donc, on va pouvoir se greffer sur l'agenda culturel de chaque médiathèque et ensuite, il y a quelques petits trucs. Hein. Il faudra voir qu'il y a aussi, notamment dans le cadre du public scolaire, hein, qui est une grosse demande, hein, le fait que de faire de la base, c'est quoi une information, c'est quoi un journaliste, comment on vérifie, qu'est-ce que ça s'appelle, contextualiser, hiérarchiser, etc. Là, vous faites votre belle part du travail parce qu'en fait, on ne sera jamais trop nombreux à le répéter et que parfois, même ça, on s'aperçoit que c'est chez les adultes qu'il faut aller le faire plus. Donc, ne pointons pas non plus le doigt vers les publics scolaires, juvéniles, mais plutôt essayons de comprendre que vous avez des espaces dans lesquels on reçoit des adultes, qu'on peut aller voir des seniors et que finalement, tous ensemble, on fait une grande mixture, mais on va peut-être en sortir un petit peu
par le haut grâce à ça, parce que on fera se rencontrer des seniors qui vont regarder des sujets télé, puis on va les analyser avec le journaliste et qui vont faire pareil avec un regard croisé avec des plus jeunes. Donc il y a tout qui est à faire. Il y a plein de belles initiatives, vous les trouverez en ligne, parfois on est même en surinformation là-dessus, mais allez voir aux Assises du journalisme ce qui est récompensé en EMI. Cette année, il y a eu un prix bibliothèque, médiathèque, c'est la première fois. Vous pouvez candidater pour l'année prochaine, ça se passe fin mars et les candidatures c'est à peu près janvier je crois, mais voilà, il y a des choses qui se font et regardez les bonnes inspirations. Parfois c'est compliqué, il y a du monde, parfois il y a aussi de l'argent. Après, avec le système D, vous arriverez à refaire à votre échelle. Et au final, c'est pas si grave de ne pas rentrer dans une belle machine bien huilée, mais d'expérimenter et de voir qu'à un moment, c'est l'intérêt du public aussi qui doit ressortir. Et c'est eux qui vous le diront. Peut-être juste pour ajouter, parce que moi j'ai trouvé ça original, dans la formation, tu impliquais directement les équipes en leur proposant un travail à 2 ou 3 pour imaginer un format pour la kermesse de l'info autour de la rédaction d'une fiche projet. Donc il y avait aussi une matérialisation des apprentissages du matin qui se faisaient dès l'après-midi. C'est ça, là normalement on aura au moins une dizaine voire plus de stands, on va vérifier de la photo, on va vérifier de la géolocalisation, il y aura du chamboule-tout, mais il y aura aussi la vérification du vrai du faux, le travail sur l'IA, qu'est-ce qu'une source, enfin voilà, il y a pas mal de choses et ça c'est les idées de départ vues un petit peu en formation, commencer à être étudiées. On en a discuté pendant 2 mois et puis après ça se concrétise et tout ne sera pas réussi et tant mieux puisqu'on sera là aussi pour dire ça la prochaine fois pour faire attirer encore un peu plus, etc. Donc c'est en construction, hein, c'est une matière, l'EMI d'ailleurs dans l'éducation nationale ils appellent ça enseignement transversal, c'est vous dire qu'ils ne savent pas où le caser. Hein. Et donc vous devez faire vous-même votre propre définition de ce que c'est que l'EMI et l'esprit critique et la manière dont vous l'avez, c'est aussi celle qui est historiquement dans les bibliothèques, parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà plein de choses qui se faisaient qui ne portaient pas le nom de EMI. Donc là aussi, il faut se rassurer, c'est de se dire que tout ce qui a été fait, c'est pas à jeter, c'est pas dire « Ah, maintenant, il faut que ça s'appelle EMI ». Non, ça existait, on va reprendre, dépoussiérer parfois, compléter, améliorer, etc. Mais il y a déjà énormément de choses, il suffit juste de dire « Ah, on a fait un programme EMI » alors que c'était déjà le cas l'année d'avant. Donc voilà, il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire là-dessus. C'est pour finir sur un enthousiasmant espoir qui permettra à tout le monde de se lever. Il reste encore une dizaine de minutes, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bonjour, merci pour déjà tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Moi j'ai trouvé que c'était... en tout cas, ça a reflété certaines expériences qu'on a pu mener dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, autour du jeu notamment. Voilà, le faire par les professionnels, construire un outil et puis l'essaimer dans le réseau pour que d'autres professionnels puissent se l'approprier aussi. Nous, en tout cas, c'est l'expérience qu'on commence à en avoir. J'avais une question qui n'était pas sur le jeu, mais en termes d'acteurs, on a le réseau information jeunesse aussi, qui est un autre acteur, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en plus de l'éducation nationale, les bibliothèques, je voudrais savoir si vous avez déjà eu l'occasion ou l'expérience de travailler avec les acteurs du réseau de l'information jeunesse et si oui, comment ça s'est passé, parce que c'est voilà, je pense que c'est intéressant à tenter. Alors moi c'était le BIJ, le bureau Info Jeunes. C'est ça. Voilà, vous voyez à peu près ma génération. En tout cas, non, il faut les multiplier et l'intérêt c'est aussi ça. Sur une résidence, on va mailler un petit peu le territoire. Tiens, il y a un centre social là. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais peut-être qu'avec l'EHPAD qui est en face, on va pouvoir faire quelque chose. Au milieu, il y a le bureau Info Jeunes. Alors, c'est ce qui s'est passé de fait. Ça se transforme une résidence. Il y a un projet, puis après, on a quand même la réalité qui nous rattrape. Mais à un moment, on cherchait un public.
eh ben, on est allé plutôt s'adresser vers ces structures-là qui connaissent leur public, qui sont sur leur territoire depuis un moment, qui ont la confiance aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans un atelier, ils ne me connaissaient pas, les jeunes. Ils sont arrivés, ils ont tout livré, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont donné un maximum. Et en fait, ça s'est très bien passé grâce à cette intermédiation. Donc, il faut quand même parfois être tripartite ou même plus, hein. Alors ça complique, ça fait des réunions plus longues, etc., etc. Et puis c'est plus de mails. Mais en fait, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que là, moi, j'ai travaillé en EHPAD, et en fait, sans l'équipe, alors pas sur le projet de Villeurbanne, hein, ailleurs, mais en EHPAD, c'est aussi le projet de l'EHPAD lui-même, c'est la direction, c'est ceux qui sont chargés de l'action culturelle, il y en a, hein. Ils font de beaux projets, ben, c'est tout le monde qui doit être pris, donc voilà, c'est comment on va trouver des nouveaux acteurs. Sur le terrain, c'est aussi des nouveaux acteurs, après, qui peuvent être parfois un peu les financeurs, hein. Il va falloir aussi voir que cette manne de 12 000 € pour une résidence de journaliste, elle ne vient pas venir tous les ans, hein. Je suis désolé, mais à un moment, on va arrêter, et puis peut-être ça arrivera plus vite qu'on ne le croit. Donc ça veut dire que là, il faut trouver d'autres acteurs pour essayer de diffuser un petit peu les bonnes pratiques et de dire à plusieurs, on fait venir quelqu'un, ou maintenant on a un réseau, etc. Donc non, évidemment, il faut faire feu de tout bois, mais en entreprise, il y a plein d'endroits où on peut faire, hein. Mais là, travaillons avec vos partenaires habituels, et en fait, peut-être qu'eux ne connaissent pas encore ce terme, cette éducation A, et il faudrait aller les rencontrer. C'est un petit peu ce qui peut faire l'effet boule de neige, quoi, par la suite. J'espère. Oui, c'est ce qu'on a vu dans nos observations. En fait, ça consolidait des partenariats déjà existants et c'était l'occasion d'en ouvrir d'autres. Là, à Fézin, par exemple, ça a été l'occasion pour la médiathèque de travailler avec le tiers-lieu de la ville qui a ouvert, et voilà, ça s'est très très bien passé en fait, hein. Et c'est mutuel, hein, c'est donnant-donnant pour le tiers-lieu aussi de travailler avec la médiathèque. Et pour les jeunes présents, de voir que voilà, il y a une politique de la ville aussi qui a du sens en fait. Bonjour, merci déjà pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Et j'avais une question par rapport surtout au numérique, à son lien avec l'EMI, parce qu'on voit vraiment qu'il est extrêmement important dans ce cadre-là. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou est-ce que vous auriez envie potentiellement de travailler peut-être avec des conseillers numériques qui seraient là pour faire des ateliers, pour faciliter l'accès à des outils? Et dans le cadre de la recherche par rapport à ce projet-là, cette résidence, est-ce que vous avez ressenti le besoin du public ou de certaines personnes, peut-être de certains publics spécifiques, par exemple seniors, etc., qui auraient des difficultés avec l'usage du numérique, qui poseraient encore des barrières supplémentaires à l'accès à l'EMI? Je vais peut-être répondre la première, parce qu'en fait, les usagers, on ne les a pas encore vus suffisamment. Donc, je ne peux pas vous répondre sur cette question. D'autres projets de recherche en cours s'intéressent effectivement à des publics plus éloignés, mais en âge. Parce que quand on parle de EMI, on pense aux scolaires, on pense aux jeunes. Je ne connais pas beaucoup, voire pas du tout, de projets sur des actifs. Voilà, des gens qui travaillent, les actifs, et qui sont des décisionnaires, qui sont... C'est aussi un public dont on doit s'intéresser. Martin a évoqué les entreprises, mais c'est vrai que, voilà, quelque part dans la tête, il y a un projet en entreprise, l'EMI. J'ai terminé l'année dernière un projet sur esprit critique et employabilité. On a travaillé avec des RH, là pour le coup c'était un questionnaire Quanti. Pour eux c'est une compétence essentielle. Enfin, ce sont deux compétences qui vont avec, l'employabilité et l'esprit critique. Et ensuite on a fait du quali auprès de jeunes en réinsertion, etc. Donc pour répondre à votre question, vous avez raison, il faut qu'on aille vers d'autres publics que les scolaires. Enfin, je ne suis pas sûre que c'était ça votre question, mais je prends l'occasion pour le dire. Et voilà. Par contre, les usagers, tu les as plus vus, Martin et puis Charlotte. Ouais, moi je vais juste dire à chaque fois, sur les activités dans lesquelles il y avait du numérique, il y a eu toujours des professionnels du numérique de chez vous qui sont formés, etc. Et ça, c'est vraiment un plus. Ce ne sont pas des journalistes. Nous, on n'est pas forcément au fait de toute l'actualité numérique, et on subit la même chose que vous.
là, je me mets dans la part des actifs, etc. Je ne parle pas esprit critique et employabilité, mais en tout cas, oui, c'est important qu'on soit accompagné, hein, parce qu'en plus, les dispositifs techniques, ils les connaissent, c'est-à-dire la salle dans laquelle on est, le matériel, etc., ce qui fait gagner du temps, et c'est très important. Donc là, non, ce sont des vrais partenaires qui, sur la légitimité, se posent un peu la question de l'info, comme on a parlé tout à l'heure, de l'actualité, mais sinon, ils ne se posent pas la question, et heureusement, sur leur légitimité, sur les compétences numériques. Après, c'est vrai que c'est souvent des profils, ceux qui sont référents numériques, en tout cas à Villeurbanne, c'est pas les profils classiques de bibliothécaires. C'est des postes sur lesquels on recrute peu en fait de bibliothécaires, on va dire, en tout cas sur la formation de base. Après, je suis pas sûre d'avoir compris. Effectivement, bon, c'est le petit noyau aussi qui était déjà le plus aguerri à ces questions-là, le plus impliqué. Et on va dire, nous, en termes d'effets, c'est plutôt que ça nous a permis d'étendre la question de l'EMI. Avant la résidence, c'était les référents numériques plus quelques professionnels dans des services jeunesse, adultes de façon assez parcellaire. Là, on a étendu un peu ce cercle-là. Après, je ne suis pas sûre d'avoir compris sur les conseillers numériques. Est-ce que vous vouliez dire les référents numériques dans les médiathèques ? Ouais. Oui, donc effectivement, ça faisait partie du noyau dur, en fait, hein, des personnes déjà impliquées sur la question et là, qui se sont encore un peu plus... aguerris sur la question. Ça leur a permis aussi, eux, de tester des nouveaux formats. Par exemple, il y aura une sélection, il y a un club jeux vidéo qui est en train de se lancer, il y a du jeu sur place, etc. C'est un format qu'ils n'avaient pas encore fait. Là, ils font une sélection thématique jeux vidéo spécial. Ça leur permet plutôt d'approfondir et de diversifier aussi leurs propositions. Sur les difficultés des seniors, c'est juste un exemple me revient où on a dans notre atelier GeoGuessr, il y avait quelques ados et un senior pour lequel en fait c'était vraiment compliqué, juste physiquement en fait, de déplacer la souris, la bloquer pour déplacer son curseur, etc. Donc il avait de la chance, j'étais à côté de lui, mais sinon il n'aurait pas du tout. C'est vrai que oui, c'est une certaine limite. Pour certains outils, oui, qui ne sont pas accessibles en fait. Bon, ça pose la question plus large de l'accessibilité aussi de nos supports culturels numériques. Ouais. Mais vous pouvez faire du numérique sans numérique, en utilisant le jeu par exemple. Merci beaucoup pour votre intervention aussi. Et je me posais la question, vous avez parlé de atelier avec les discothécaires et j'ai du mal à voir un peu quelle forme ça peut prendre. Alors, il se trouve que c'est une idée qui a été soufflée. Alors, c'est pas vraiment un atelier. C'est une forme qui a été soufflée par Angèle, qui avait déjà, je ne sais pas dans quel contexte, rencontré une playlist musicale de musique qui traite de l'information, des médias, etc. Et donc, comme on a l'habitude, on va dire de façon assez classique dans le cadre de gros événements culturels, d'avoir toujours un espace documentaire avec multi-supports, multi-services, multi-publics, etc., il y a eu cette idée de proposer... Alors, d'abord, c'était de diffuser de la musique, parce qu'on était dans la kermesse, donc d'avoir une ambiance musicale avec ces musiques-là. Proposition qui a été rejetée par l'équipe de discothécaires qui avait peur qu'on ne prête pas assez attention aux paroles, vraiment au contenu aussi, au message qui était véhiculé. Donc ça a été transformé en espace d'écoute d'une sélection musicale quand même, au casque, voilà. Après, comment dire, il n'y a pas eu moult ateliers. Hein, voilà, il y a cet exemple-là, mais qui déjà pour moi est assez significatif parce que je n'aurais pas parié sur le fait que des discothécaires allaient s'engager sur un projet de ce type-là. Et puis ça peut faire. Je pense que l'idée c'est de semer aussi des petites graines en fait, et de montrer que oui, ici c'est l'affaire de tous en médiathèque et pas que des référents numériques. C'est ça qui a été intéressant, c'est que moi, je ne les ai pas forcément identifiés en tant que discothécaire, spécialiste de la musique dans les réunions. Bah, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas là et qu'au final, ils sont arrivés à la 2e, 3e et puis qu'à la fin, ils disent « Ah ouais, mais moi, tout le monde parle d'un truc qui se passe là ce week-end, je ne comprends pas. J'ai peut-être envie de m'y greffer. » Et finalement,
il faut revenir sur le fait que parfois l'actualité, il y a vraiment une image, etc. Et au sein de l'équipe, on a ces clichés comme les journalistes peuvent en avoir sur d'autres professions. Et donc, ça a permis de mettre un petit peu de liant. Et puis finalement, chacun s'introduit dans ce projet un petit peu comme il veut. Et donc, c'était ça qui était notable avec cette activité qui est perfectible, hein, qu'on va voir. Hein. Non, et puis mettre en avant la chanson qui traite de l'information, c'est aussi montrer que voilà, c'est au cœur de nos vies. La preuve, hein, la variété s'en empare de façon tragique, de façon joyeuse. Voilà, c'est de donner aussi, c'était ça l'idée, hein, à ceux qui viennent à la kermesse, voilà, un autre rapport à l'information par la chanson. Bertrand Dical a fait ça très bien, hein, vous le savez. Je crois que ça va être l'heure de conclure. Donc on vous remercie beaucoup, hein, pour cette patience, pour ces questions. Et puis n'hésitez pas, moi je suis un petit peu là, donc vous pouvez me poser quelques questions. Merci Mathilde d'avoir animé cette table ronde. Bonne fin de congrès. Merci. Au revoir.